Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Amélie Menu et je suis la réalisatrice du documentaire Trans, la confusion des genres. J'avais envie de discuter un peu avec vous de la réalisation et de tout ce qui s'est passé autour de ce documentaire qui a bien sûr fait un petit peu parler de lui pour différentes raisons. Donc pour commencer, une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce documentaire sur ce thème-là précisément, j'ai moi-même, étant adolescente, eu des questionnements sur mon identité et notamment mon identité de genre. L'adolescence est une période difficile pour beaucoup et un certain nombre des symptômes de la dysphorie sont communs à ceux que l'on ressent à l'adolescence. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. J'ai mis du temps à accepter mon corps et mon caractère de femme très masculine. J'ai eu du mal à naviguer sur les terres chaotiques des marginaux où, en effet, lorsque l'on dérive de la normalité, trouver sa voie et un sentiment d'appartenance à une tribu est souvent un périple long et semé d'embûches. J'étais plutôt persuadée que j'étais transgenre. Voire même, je me souviens qu'en terminale, je disais à tout le monde, j'ai même fait un espèce de coming out à mon père, je disais que j'allais changer de sexe, que j'avais envie de changer de sexe. C'était il y a quelques années, donc à l'époque, on va dire que le sujet n'était pas vraiment aussi discuté et aussi présent dans les médias. Et du coup, j'avais l'impression aujourd'hui que, on va dire qu'il y avait deux grands camps, les pros et les contre, on va dire ça comme ça, qui se tapent dessus et qui créent une sorte de guerre un petit peu, surtout sur Internet, une guerre culturelle entre voilà, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et je voyais un petit peu ça de loin et je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter, et dans mon histoire personnelle, mais aussi dans la façon dont j'approche le sujet. J'ai réalisé ce documentaire avec un petit peu cette volonté d'en faire une sorte de référence qui permettrait à la fois aux gens qui sont pas forcément initiés à tous ces sujets-là, ou même pour les personnes un petit peu plus vieilles qui sont pas forcément, on va dire, au courant de tout ce qui se passe, notamment sur les réseaux et du coup sont un petit peu larguées par ce genre de sujet. Je voulais faire quelque chose, d'assez pédagogique pour ces personnes-là, afin qu'ils comprennent mieux les problématiques et les enjeux de ce sujet, mais aussi pour qu'ils comprennent pourquoi on n'arrête pas d'en parler et pourquoi c'est important d'en parler. Le véritable malaise que ce sujet provoque était au fond prévisible. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les militants en faveur du transgenrisme ont l'air si surpris et choqués lorsque le reste du monde ne semble pas adhérer à leurs idées. En fait, quand je leur ai posé la question, beaucoup d'entre eux ne semblent même pas comprendre d'où vient cette vague réactionnaire. Alors que c'est très simple, le transgenrisme est loin d'être une évidence pour tout le monde, car c'est une idéologie qui se base sur des croyances. Et si cette idéologie ne semble pas bien prendre dans la population générale, qui se trouve bien loin de ce genre de préoccupations, cela intéresse et galvanise particulièrement la nouvelle génération à la recherche de leur grand combat. Et c'est ainsi que l'on observe, depuis quelques années, une augmentation exponentielle des demandes de changement de sexe. Et même si la France a encore quelques garde-fous qui ralentissent le processus de médicalisation, notamment des mineurs, l'augmentation est telle qu'elle semble poser plusieurs autres problématiques sanitaires et sociales qui inquiètent de nombreux professionnels de la santé, des parents et de concitoyens. Mais je voulais aussi et surtout en profiter pour approfondir vraiment le sujet, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très souvent vu de manière caricaturale, d'un côté comme de l'autre en fait. On est toujours dans cette espèce de caricature des avis et des revendications de chaque côté. Et du coup, j'avais vraiment cette volonté de faire un travail de recherche approfondie sur le sujet pour essayer comment dire, de faire émerger les réelles questions, les réelles problématiques, qu'est-ce qui inquiète les gens. Donc voilà, d'un côté comme de l'autre, j'ai vraiment essayé de recueillir les paroles les plus pures, leurs témoignages les plus sincères, afin de nous permettre justement, nous, de trier ce qui est bon à prendre ou pas, et de pouvoir justement discuter sur de bonnes bases, en étant sûr qu'on comprend correctement ce que l'autre est en train de nous dire. Il y a ce qu'on appelle les trans de droit, tout simplement. Aujourd'hui, on a le droit français nous donne le droit d'être. Donc, le droit de faire ce qu'on veut de notre corps. Certes, on a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps. Mais après, est-ce que la société est obligée d'accompagner globalement les choses? Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Moi, c'est ce que j'identifie comme un problème. C'est que finalement, la société est en train de le faire au niveau civil et médical, mais sans donner concrètement l'impact qu'a cette transition sur une vie
d'un adolescent ou d'une adolescente, mais aussi d'un jeune adulte, quoi. Parce que on aura beau dire, c'est parce qu'on a 18 ans ou 21 ans qu'on est, entre parenthèses, adulte à part entière et surtout responsable, ou du moins qu'on cerne tout le champ des possibles des responsabilités d'un adulte. Donc, qu'on identifie vraiment, finalement, l'ensemble des tenants et des aboutissants d'une transition. Et c'est vrai que c'est un champ qui n'est pas forcément expliqué concrètement aujourd'hui à la jeunesse. Donc c'est là où le débat doit être mené, absolument. Parce que les termes aujourd'hui, les termes de transition et les termes transactivistes sont tronqués. Et justement, on lisse les choses pour finalement laisser juste une euphorie. Mais l'euphorie, certes, il y en a une au début de la transition, mais à un moment ou à un autre, l'euphorie revient au sens de la vie. Donc se mange le mur de la vie, du concret. Donc il faut bien expliquer à un moment ou à un autre que tu vas être un homme ou une femme trans ou transsexuel ou entre les deux, ou non-binaire et qui aura eu peut-être une chirurgie et qui va se confronter à la société. On ne vit pas dans une communauté. Ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire un vrai reportage d'enquête et d'investigation. C'était la première fois pour moi, puisque avant j'étais plutôt réalisatrice de vidéos sur YouTube, donc c'était un travail assez solitaire. Et là, le fait de me retrouver dans ce nouveau contexte, avec toute une équipe derrière moi, avec des gens avec qui je peux communiquer, qui peuvent me donner des retours sur ce que je fais, c'était vraiment hyper enrichissant. Donc ça m'a vraiment demandé de sortir de ma zone de confort, de faire plein de choses nouvelles. Je dois dire que je suis assez fière du résultat final. Même pour une première fois, je trouve que j'ai un petit peu réussi pour moi l'objectif que j'avais avec ce documentaire. Et les retours sont très très positifs. Donc voilà, je vous remercie à tous pour tous ceux qui l'ont vu. Au-delà de ça, ça a été vraiment une expérience humaine incroyable, autant dans justement cette nouvelle équipe avec qui je travaille que dans les personnes que j'ai rencontrées. J'ai vraiment été extrêmement émue par les histoires et les personnes que j'ai rencontrées en réalité. J'ai été émue, j'ai été choquée. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Donc ça a été vraiment très très riche et très intense en émotions. Et je vais pas vous mentir, ça a été aussi extrêmement stressant parce que j'ai été confrontée à des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Même si ça faisait vraiment plusieurs années que je suivais un petit peu les avancées de tout ça, notamment tout ce qui se passe aux États-Unis, en Suède ou en Angleterre, c'est vrai que là, en creusant vraiment le sujet, je suis tombée sur des histoires mais absolument atroces que j'ai pas forcément mis d'ailleurs dans le documentaire parce que je voulais pas non plus que ce soit un documentaire catastrophiste. Mais c'est vrai que émotionnellement, le processus de création de ce documentaire a été très très dur émotionnellement pour beaucoup de raisons. Le stress, mais aussi vraiment le choc émotionnel de se retrouver face à des histoires de mutilation, de maladie, de suicide, de deuil, de harcèlement et de censure. Moi, mon traitement, c'était œstrogène et bloqueur de testostérone. Parce que j'avais pas encore changé de sexe, du coup, j'avais encore des testicules. Les hormones, en soi, ça va. Mais le bloqueur de testostérone, c'était de l'Androcur, donc c'était un médicament très puissant, qui a été rappelé et tout, hein. C'est quelque chose d'assez grave, que moi, du coup, j'ai pris pendant des années. Je m'étais surdosé, d'ailleurs. C'est-à-dire que je prenais beaucoup plus que ce que je devais avoir, parce que je voulais vite que mon corps me corresponde, du coup, je me suis surdosé. Et je pense que c'est ça qui a créé mes problèmes de santé au jour d'aujourd'hui. Et ce qui les entretient, c'est mon traitement du coup à l'œstrogène, qui entretient mes problèmes de santé. Donc aujourd'hui, j'ai une maladie qui a été créée par mon traitement aux hormones. Une maladie que j'aurai toute ma vie, une maladie qui est assez rare pour une meuf de 25 ans, mais je l'aurai toute ma vie à cause de ce traitement. Quand le médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête mon traitement aux hormones, si je voulais pas que ma maladie s'aggrave, je lui ai clairement répondu que ma maladie pouvait s'aggraver, que je pouvais même en crever, c'est pas le souci, mais j'arrêterai pas mes hormones. J'arrêterai pas d'être qui je suis, je préfère mourir qu'arrêter d'être qui je suis. Parce qu'au final, c'était ça le point de départ, c'était mourir ou être qui j'étais. Donc au final, on reste au même point. Même le docteur Wafik nous a confié une histoire qui montre bien que certains médecins poussent leurs patients à subir des opérations et ne sont pas forcément entièrement à l'écoute des personnes qu'ils suivent. J'ai une connaissance, son endocrinologue avait fait pression pour qu'il fasse une hystérectomie, donc il retire l'utérus et les ovaires, en arguant qu'il y avait une augmentation du risque de cancer, ce qui est faux, ça dit en passant. Donc il avait fait l'opération et il avait eu un
petit regain de masculinisation après cette opération-là, et il n'était plus confortable. Il n'était plus confortable physiquement à ce moment-là, sauf qu'il ne savait plus produire d'hormones du tout, puisqu'on avait retiré toute la machinerie interne. Et donc là, il a recommencé à prendre des hormones féminines, parce que se remasculiniser davantage n'était pas confortable pour lui. Et être sans hormones il n'avait pas 25 ans à cette époque-là, est dangereux pour sa santé. Je rappelle que lorsque l'on fait une ablation des organes sexuels comme l'utérus ou les testicules, on devient dépendant à vie des hormones de synthèse car on ne les produit plus nous-mêmes ou en tout cas en trop faible quantité. Et donc quand j'entends l'histoire d'un médecin qui pousse un jeune homme trans à se faire une ablation de l'utérus sous prétexte d'une plus grande chance de cancer, ce que je vois, c'est qu'il transforme une personne qui était en bonne santé en une personne dépendante à vie des hormones fabriquées par des laboratoires. Tout ça, ça a été vraiment beaucoup à prendre en quelques mois, parce que du coup, j'ai fait ce documentaire sur 2 mois, donc ça a été vraiment une sorte de gros condensé d'émotions qui m'ont un petit peu explosé au visage comme ça, et ça a vraiment pas été facile tous les jours. Et vraiment d'être plongé dans ce monde où absolument tout est remis en question, y compris la base principale de l'être humain, à savoir l'homme et la femme, tout est remis en question, et ça m'a vraiment laissé quelques soirs avec cette espèce vraiment de sensation de vide face au néant de l'existence. Et j'arrivais même plus à savoir qu'est-ce qui était réel ou pas, quoi. Il y avait vraiment cette sensation un moment de trop plein et de déconnexion, quoi. Tellement le sujet a été assez dur à traiter. Et j'espère sincèrement, à travers ce documentaire, avoir réussi à faire une synthèse de tout ça. Autre chose intéressante aussi, le fait d'observer les discours de chaque côté m'ont un petit peu convaincu qu'en réalité, je crois qu'on s'est un petit peu enfoncé dans une sorte de dialogue de sourds où chaque position de chaque côté est amplifiée, exagérée, ridiculisée à l'extrême, un petit peu dans un but de vendre du buzz et du choc. Et je trouve que sur beaucoup de points, ça en devient vraiment ridicule, d'autant plus qu'il y a vraiment des vrais sujets graves à aborder autour de cette question, et que je trouve qu'on se perd souvent dans des sortes d'extrêmes un petit peu ridicules, au lieu de parler du sujet de fond finalement. Ouais, il y a aussi une hypothèse que je trouve intéressante, qui est un peu inexplorée, c'est que on est forcé de constater qu'il y a une explosion de ce qu'on appelle dysphorie de genre. Donc il y a de plus en plus de gens qui pensent être dans le mauvais corps, dans le mauvais sexe, dans le mauvais genre, enfin ça dépend. Et on peut se demander tout simplement, ok, mais pourquoi ? Il y en a qui vont dire que c'est tout simplement parce que on en parle plus, donc il y a plus de gens qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils ont ça, et lorsqu'ils n'auraient pas pu en parler avant. Qui sortent du placard. Voilà, qui sortent du placard, exactement. Lorsqu'on peut peut-être regarder les choses autrement, moi j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressée et marquée. C'est un livre qui s'appelle Le Grand Désordre Hormonal de Corinne Lalo. Et en fait, elle parle du fait qu'il y a de plus en plus d'animaux qui deviennent véritablement, par exemple, hermaphrodites. Il me semble qu'elle parle de grenouilles qui deviennent hermaphrodites. Elle parle aussi de la féminisation des poissons. Donc pour moi, là-dedans, il y a quelque chose qui est un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on réfléchit en même temps en fait, à l'écologie, à l'impact des humains sur la planète, et en même temps on réfléchit pas, c'est comme si nous on s'extirpait complètement de la nature, lorsqu'en fait on en fait partie, et comme si nous tous ces changements il n'y avait pas de conséquences sur nous. Non, et comme si on ne devait pas en fait peut-être hypothéser là-dessus, et peut-être tout simplement se dire pourquoi pas, lançons, mettons des scientifiques sur la question. Et puis il y a aussi ce débat, évidemment, qui a aussi eu autour de la pilule, le fait que la pilule, quand elle va dans les os, etc., et qu'ensuite on consomme cette eau-là, il y a des questions sur est-ce que ça n'aurait pas un impact sur notre santé, est-ce que ça ne créerait pas une forme de féminisation, etc. Et là, en fait, si on se retrouve dans un monde où l'autodétermination est vraiment célébrée, et où tout le monde a accès à des hormones juste parce que en fait, tu as le droit de décider la forme physique que tu veux grâce à hormones et chirurgie, alors il faut quand même se poser la question de l'impact de comment ça va se passer quand va y avoir tellement d'hormones produites, tellement d'hormones aussi rejetées dans la nature. Oui, c'est quand même une question qu'il faut poser.
Et c'est donc dans cette optique d'apaiser le dialogue et de tendre les mains de chaque côté afin de pouvoir un petit peu relancer un dialogue sur de bonnes bases. Notre société est actuellement en train de vivre des changements profonds et des remises en question fondamentales. Et je pense qu'il est véritablement important pour chacun de se faire une idée claire sur ce qui est en train de se passer. Le but ici n'est pas du tout de débattre de l'existence réelle ou pas de la transidentité. Tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'il existe des personnes trans, ou du moins la dysphorie de genre, qui est donc le symptôme que ressentent les personnes trans. Et donc, la question de ce documentaire n'est pas du tout autour de ça, mais bien plutôt du côté médical, c'est-à-dire quelle est, nous, notre réponse par rapport à ce mal-être, par rapport à ce phénomène en fait, qui est en train d'exploser, comment la société et les professionnels de santé répondent justement à ces dysphories, répondent à ces problèmes que rencontre la jeunesse. Et je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qui pose un réel problème. C'est cette espèce de volonté de médicalisation à outrance de personnes souvent très très jeunes. Dans les dernières années de mon activité clinique, j'ai vu arriver des jeunes qui étaient 18 ans pétantes, tout jeunes majeurs, et qui ne correspondaient pas du tout à la problématique trans que j'avais vue auparavant. C'était des jeunes qui avaient des problèmes depuis l'adolescence avec la puberté et qui étaient déjà très informés dans des réseaux sociaux qu'ils utilisaient beaucoup par rapport à cette transformation. À cette période-là, au plan médical, c'était, et ça reste de toute façon toujours extrêmement compliqué, ils avaient besoin d'un certificat du psychiatre pour pouvoir accéder au traitement. Et dès cette époque-là, on a vu des psychiatres faire des certificats dès la première consultation de psy pour dire qu'ils présentaient une dysphorie de genre et qu'ils pouvaient être traités. Et moi, je me retrouvais en situation donc, de médecin, voyant arriver des jeunes qui n'avaient eu aucune prise en charge psychologique, psychothérapique, des jeunes qui avaient souvent des problèmes psychiatriques non négligeables. J'ai vu des jeunes psychotiques, j'ai vu des jeunes autistes, j'ai vu des jeunes déprimés, et c'était extrêmement compliqué de pouvoir avoir la responsabilité d'un traitement alors même que ces jeunes avaient été renvoyés par le psychiatre avec ce certificat et sans demander une prise en charge supplémentaire. Je suis d'ailleurs allée voir les gens qui travaillaient à l'hôpital sur la transidentité adolescente, notamment j'ai vu Mme Condin pour lui demander des conseils et elle m'a dit on peut rien faire. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, beaucoup de personnes me demandent où est-ce qu'on peut visionner ce documentaire. Et il est d'ores et déjà disponible en version longue sur la plateforme Omerta, à la fois sur le site internet et sur l'appli mobile. Pour le visionner, il vous faudra vous abonner à Omerta. L'abonnement mensuel est à 4,99 par mois. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà. C'est votre soutien qui nous permet de réaliser des documentaires inédits et du contenu de qualité. Avec l'abonnement Omerta, vous allez avoir accès à tous les documentaires, mais aussi à des mini-séries et des bonus. Par exemple, en ce qui concerne les bonus de mon documentaire, j'ai décidé de mettre les entretiens, quelques-uns des entretiens en entier, non cutés, ou quasiment pas, pour que chacun puisse se faire une idée en fait de ce que les intervenants ont dit, mais on va dire dans le contexte de l'interview aussi. Je vais mettre par exemple l'interview complète du Dr Wafik, qui est un des médecins pro-trans, qui est bien sûr médecin généraliste, mais en réalité s'occupe aussi de faire des consultations pour des traitements hormonaux, et il est aussi organisateur à Transkid Belgique. C'est plus une question d'accompagner les gens, de donner des informations les plus précises pour que les gens savent dans quoi ils s'engagent et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à un moment. Mais si les gens ont des regrets, ça leur appartient. Si les gens qui ont des enfants ont des regrets après avoir eu l'enfant, ça leur appartient aussi. Les tatouages, tout et n'importe quoi. Je pense que les gens sont libres et les gens savent ce qui est bon pour eux. Et si les gens ont les informations objectives, fiables et prennent leurs décisions en fonction de ça,
c'est leur liberté aussi de se planter. Et c'est un peu terrifiant de se dire que c'est leur liberté de se planter, mais je ne pense pas que ça appartient au corps médical de prendre la décision de la part des gens pour éviter qu'ils se plantent. Moi, j'ai pas du tout cette vision que je trouve très paternaliste et très verticale. Je pense que, voilà, moi, mon rôle, c'est d'informer et d'accompagner. Et j'ai confiance aux gens pour qu'ils prennent la bonne décision. Et si c'est pas le cas, ça ne regarde qu'eux. Et je me suis dit que c'était intéressant aussi d'avoir, on va dire, l'entièreté de ce qu'il m'a dit avec tout le contexte, etc. Je vais mettre aussi celui d'Isabelle. Isabelle, c'est une maman qui a un adolescent transgenre avec qui, en fait, elle a fini par couper les ponts. C'est un interview qui a été vraiment très, très émotionnel pour moi et pour elle aussi, malheureusement. Donc voilà, c'est une des rencontres, on va dire, qui m'a le plus touchée dans la réalisation de ce documentaire. Et donc, j'ai trouvé ça aussi particulièrement intéressant d'avoir un petit peu son histoire en entier, parce que j'ai pas pu tout mettre non plus dans le documentaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je reste encore profondément convaincue que c'est autre chose le problème et qu'elle a été vraiment complètement embrigadée là-dedans. Et j'ai souvent envie d'expliquer ça en fait aux gens qui m'entourent, aux professionnels, aux médecins. Et j'ai l'impression de parler dans le vide, de parler, mais que les gens m'écoutent, mais qu'on ne peut rien faire, comme si on était complètement impuissant face à la société et le phénomène. Et cette impression, en fait, combien de fois j'ai eu cette impression d'hurler, de crier, de dire mais au secours, aidez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, et de pas être entendu, d'hurler dans le vide, en fait. C'est assez douloureux. On a aussi cette chaîne YouTube sur laquelle il va y avoir pas mal de formats. Là, pour l'instant, il va y avoir des entretiens longs. Il y a des podcasts qui sont prévus et pas mal de nouveaux formats qu'on va développer au fur et à mesure. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller vous abonner à Instagram ou à Twitter, parce que dessus, il y aura en fait des formats décryptage et voilà, des actus du jour qui sont postés quotidiennement. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens dans la description. Merci encore pour votre soutien et tous vos mots doux qui ont été assez précieux pendant les moments un petit peu tumultueux à la sortie de mon docu et lors de la soirée d'inauguration d'Omerta. Prenez soin de vous et à très bientôt.